Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boobisan, le podcast des arts martiaux et de la pop culture. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une figure hors norme de l'histoire japonaise. Un dandy aristocrate, chouchou du tout Hollywood dans les années 30, capable d'apprivoiser un étalon réputé indomptable pour décrocher l'or aux Jeux Olympiques, avant de devenir le commandant d'une bataille sanglante à Iwo Jima. Son nom, Takeishi Nishi, alias le baron Nishi. Entre la noblesse de l'art équestre, le code de l'honneur du Budo et le cinéma d'Hollywood, prépare-toi à découvrir l'un des destins les plus fascinants du XXe siècle. Quand on pense aux figures guerrières du Japon, on imagine tout de suite des maîtres légendaires. On pense par exemple à Miyamoto Musashi et ses deux sabres, à Masatatsu Oyama qui cassait des cornes de taureau à main nue pour fonder par la suite le karaté Kyokushin, ou encore à Jigoro Kano, le père du judo. Mais pourtant, le Budo, la voie du guerrier, ce n'est pas uniquement donner des coups de poing, faire des projections ou manier un katana dans un dojo. C'est aussi une philosophie globale de la maîtrise de soi, du respect de l'autre, de la recherche de l'excellence et du courage face à l'adversité. Takeishi Nishi n'a jamais fondé d'école de combat. C'était un officier de cavalerie de l'armée impériale japonaise, un aristocrate dandy, un champion olympique d'équitation et enfin le commandant d'un régiment de chars pris dans la pire fournaise du Pacifique en 1945. Alors, comment un champion olympique, coqueluche du tout Hollywood dans les années 30, est-il devenu l'une des figures les plus romantiques, tragiques et fascinantes de l'histoire japonaise moderne? Et comment la pop culture, du cinéma de Clint Eastwood au manga, s'est-elle emparée de sa légende? Attache ta ceinture ou plutôt règle tes étriers parce qu'on part pour un voyage exceptionnel entre les écuries de Tokyo, les soirées privées de Charlie Chaplin et les cavernes volcaniques d'Iwo Jima. Pour comprendre la personnalité hors norme du baron Nishi, il faut replonger dans le Japon de l'ère Meiji. Takeshi naît le 12 juillet 1902 à Tokyo. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne vient pas de n'importe où. En effet, son père, le baron lui aussi, Nishi Tokujiro, est un diplomate de très haut rang, un homme d'État influent qui a notamment été ministre des Affaires étrangères et ambassadeur du Japon en Chine pendant la révolte des Boxers. En clair, Takeishi naît avec une cuillère en argent massif dans la bouche. Quand son père meurt en 1912, le jeune Takeishi, qui n'a que 10 ans, hérite donc du titre de baron, danshaku en japonais, et d'une fortune colossale. On pourrait aisément imaginer un gamin couvé et rigide, étouffé par les traditions de la haute aristocratie. Mais pas du tout. Nishi, c'est un pur rebelle. Il a une énergie débordante, un charme naturel, mais c'est aussi un bagarreur invétéré. À l'école, il est ce qu'on appelle un trublion. Il déteste la routine, adore braver l'autorité et développe très jeune une fascination pour tout ce qui va vite, la mécanique, les voitures, les armes et les chevaux. Voyant que le jeune baron risque de mal tourner en dépensant son argent dans les plaisirs de la capitale, sa famille décide de cadrer son éducation. À l'époque, la meilleure voie pour un jeune noble impulsif, c'est la carrière militaire. Il est donc envoyé à l'école militaire préparatoire de Tokyo, puis intègre la prestigieuse Académie militaire impériale du Japon. Au sein de l'armée, Nishi doit choisir sa spécialité, il n'hésite pas une seconde, ce sera la cavalerie. Alors il faut comprendre ce que représente la cavalerie dans les années 1920. Même si les mitrailleuses et les premiers blindés commencent à transformer la guerre, la cavalerie reste l'arme prestigieuse par excellence. C'est en fait l'héritière directe des samouraïs à cheval, appelée Yabusame. Elle combine la discipline martiale stricte, la noblesse du comportement et l'art équestre européen. C'est le lieu parfait où le bushido traditionnel rencontre le raffinement occidental. C'est donc pendant ces années de formation qu'il perfectionne sa monte. Nishi n'est pas seulement un bon cavalier, il a un don. Il comprend le cheval, il ne cherche pas à le briser par la force, mais à faire corps avec lui. Diplômé en 1924, il devient lieutenant au 16e régiment de cavalerie, mais le Japon devient rapidement trop petit pour ses ambitions et son besoin d'évasion. En 1930, le lieutenant Nishi entreprend un voyage en Europe. Officiellement, il va observer les techniques équestres des grandes nations cavalières. Officieusement, il cherche le cheval de sa vie. Et c'est alors qu'il se trouve en Italie qu'il entend parler d'un étalon impressionnant au sein de la cavalerie italienne. Ce cheval s'appelle Uranus. Uranus, c'est un colosse, un étalon B massif mesurant 1,75 m au garrot. Il a une force de frappe incroyable, mais il a un énorme problème,
Il est réputé incanalisable et indomptable. Les cavaliers italiens n'arrivent pas à le maîtriser en saut d'obstacle. Le cheval est trop fougueux, trop fier, presque vicieux avec ceux qui essaient de le faire plier. Quand Nishi voit Uranus pour la première fois, ce n'est pas une inspection technique, c'est un coup de foudre. Nishi voit dans le tempérament rebelle et indiscipliné de l'animal le reflet exact de sa propre personnalité. Et contre l'avis de beaucoup de spécialistes qui considèrent Uranus comme un mauvais investissement, le baron Nishi n'hésite pas. Il achète Uranus sur ses propres deniers personnels. Et à partir de ce jour, les deux ne se quitteront plus. Nishi passe des mois à apprivoiser le cheval, non pas par le fouet, mais par la patience, la voix et une compréhension mutuelle presque télépathique. Nous arrivons au mois d'août 1932. La ville de Los Angeles accueille les 10e Jeux olympiques de l'ère moderne. Le baron Nishi et son fidèle Uranus débarquent donc en Californie. Et là, c'est le choc culturel. Los Angeles tombe littéralement sous le charme de ce duo incroyable. Je vais te raconter une petite anecdote. Essaie d'imaginer un peu la scène. Nishi, 30 ans, il est beau, riche, possède un charisme fou, il parle un anglais impeccable, fluide, un peu teinté d'humour. Il achète sur place une voiture convertible, une Packard jaune canari, et il sillonne les boulevards de Los Angeles en portant ses lunettes de soleil et son uniforme ou son costume parfaitement coupé. Et bien très vite, le tout Hollywood se l'arrache, il est invité dans les galas les plus prestigieux. Il devient un ami très proche du géant du cinéma muet Charlie Chaplin, mais aussi d'autres acteurs mythiques comme par exemple Spencer Tracy, Douglas Fairbanks ou encore Will Rogers. Nishi, il casse tous les préjugés racistes de l'époque sur le Japon. Il incarne un pays moderne, cosmopolite, brillant et élégant. Mais revenons aux Jeux Olympiques. Le 14 août 1932, c'est le jour J. C'est la cérémonie de clôture des Jeux, mais c'est aussi et surtout le jour de la grande épreuve du saut d'obstacle individuel au Los Angeles Memorial Coliseum, devant plus de 100 000 spectateurs survoltés. Le parcours, il est titanesque. Les obstacles sont hauts, complexes, les meilleurs cavaliers du monde commettent faute sur faute. Puis c'est au tour du baron Nishi et d'Uranus. Le silence se fait dans le stade. Le duo s'élance. La symbiose entre l'homme et l'animal est totale. Uranus vole au-dessus des barrières, mais sur l'un des derniers obstacles, le plus difficile, Uranus prend son appel un peu trop tôt. Le drame est proche. En plein vol, dans un réflexe athlétique incroyable, le cheval contorsionne ses pattes arrière pour ne pas toucher la barre. Ils franchissent la ligne d'arrivée, le verdict tombe. Médaille d'or. C'est la toute première médaille d'or olympique du Japon en équitation et encore aujourd'hui, elle reste la seule et unique de l'histoire du pays. Le public américain est debout et hurle son enthousiasme. Nishi est nommé citoyen d'honneur de la ville de Los Angeles. Mais le plus beau moment survient pendant la conférence de presse. Quand les journalistes, micro en main, lui demandent comment il a réussi cet exploit, Nishi, ne tirant aucune gloire personnelle, sourit et répond simplement en anglais We won. Il ne dit pas j'ai gagné, il dit nous avons gagné. Il associe immédiatement son cheval Uranus à la victoire. C'est l'essence même de l'esprit martial, la modestie, le respect du partenaire et l'effacement de l'ego. Mais malheureusement, le conte de fées hollywoodien ne va pas durer. Les années 1930 avancent et le climat politique mondial se dégrade à une vitesse folle. Le Japon tombe sous la coupe d'une junte militaire ultranationaliste et expansionniste. La guerre éclate en Chine, puis la Seconde Guerre mondiale s'embrase dans le Pacifique après Pearl Harbor en 1941. Pour le baron Nishi, le retour à la réalité militaire est brutal. L'ère de la cavalerie à cheval est définitivement révolue sur le champ de bataille. Les sabres et les éperons laissent la place au diesel, à l'acier et aux chenilles. L'armée impériale transforme ses régiments de cavalerie en unités blindées. Nishi est nommé commandant du 26e régiment de chars, mais il refuse de se transformer en officier froid et fanatique. Sur le front, il détonne complètement au milieu des autres commandants. Il refuse de porter le casque en acier réglementaire, lui préférant sa casquette d'officier de cavalerie. Il continue de porter ses bottes d'équitation en cuir sur mesure, impeccablement cirées, et garde toujours sa cravache à la main. Et surtout, dans la poche intérieure de sa veste de combat, juste à côté de son cœur, il conserve précieusement une mèche de crin prélevée sur la crinière d'Uranus, restée au Japon. En juillet 1944, le 26e régiment de chars est déployé sur une minuscule île volcanique perdue au milieu de l'océan Pacifique, Iwo Jima. L'enjeu d'Iwo Jima est stratégique. Si les Américains prennent l'île,
Ils pourront y installer leurs bombardiers B-29 pour pilonner directement les villes japonaises. L'ordre du général Tadamichi Kuribayashi, qui commande la défense de l'île, est clair. Il n'y aura pas de renfort, pas d'évacuation. Chaque soldat doit se battre jusqu'à la mort pour retarder l'invasion. Sur ce rocher puant le soufre, Nishi comprend que ses 600 hommes et ses 28 chars type 97 ne pourront pas faire de grandes manœuvres en terrain découvert. Sous les pilonnages massifs de la flotte américaine, les chars de Nishi sont rapidement détruits ou enterrés dans le sol rocheux pour servir de bunker fixe. Le 19 février 1945, les Marines américains débarquent. C'est le début d'une boucherie sanglante qui va durer plus d'un mois. C'est pendant cette bataille désespérée que la figure de Nishi bascule définitivement dans la légende. Et comme pour toutes les légendes, il faut savoir faire la part des choses entre les faits avérés et les mythes. Je vais donc te parler d'un fait qui est avéré. Dans l'enfer que fut Iwo Jima, la haine entre les combattants, tu te doutes, est féroce. Pourtant, lorsque les hommes de Nishi capturent un marine américain blessé qui s'appelait Robert Campbell, Nishi ordonne immédiatement à ses médecins de le soigner avec la dernière réserve de morphine et de bandages. Quand ses soldats protestent en disant qu'il manque déjà de fournitures pour le propre blessé, Nishi répond: c'est un soldat qui s'est battu bravement pour son pays, il mérite le respect. Avant que Campbell ne succombe à ses blessures, Nishi discute avec lui en anglais de la vie aux États-Unis. Et donc voici quelque chose qui fait partie de sa légende. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On ne le sait pas. Mais il y a une histoire extrêmement célèbre qui raconte que les renseignements américains, ayant découvert que le fameux baron Nishi commandait le secteur nord de l'île, auraient utilisé des haut-parleurs sur le front. Ils auraient diffusé le message suivant: Baron Nishi, rendez-vous, le monde ne veut pas perdre le champion de Los Angeles. Même si cette histoire est magnifique et montre l'aura internationale de Nishi, la plupart des historiens s'accordent à dire qu'il n'y a pas de preuve écrite formelle de cet appel, mais le fait même que cette légende existe prouve à quel point Nishi était perçu comme un pont entre deux mondes. Vers le 22 mars 1945, après des semaines de combats sous terre dans les grottes surchauffées, le quartier général du 26e régiment est encerclé. Nishi est grièvement blessé aux yeux par des éclats d'obus ou de la projection de roches. Le 22 mars, donc, le baron Takeishi Nishi meurt à l'âge de 42 ans. Les circonstances exactes de sa mort restent mystérieuses. Certaines sources affirment qu'il est tombé les armes à la main lors d'une dernière sortie de bunker. D'autres rapportent qu'il s'est donné la mort avec son pistolet pour éviter d'être capturé, appliquant le code d'honneur traditionnel du Bushido, le seppuku. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a retrouvé dans sa poche la petite mèche de crin d'Uranus. Et c'est là que la poésie tragique de cette histoire ne s'arrête pas, car, à des milliers de kilomètres de là, dans son écurie de Tokyo, le fidèle cheval Uranus s'est éteint seulement quelques jours après la mort de son maître. Maintenant qu'on a vu sa vie extraordinaire et sa fin tragique, la question qui nous intéresse dans Bubi-san, c'est comment ce personnage est-il devenu un symbole de la pop culture? Eh bien, l'œuvre phare qui a ressuscité le baron Nishi aux yeux du grand public mondial, c'est le chef-d'œuvre de Clint Eastwood sorti en 2006, L'être d'Iwo Jima. Pour rappel, Eastwood a fait un pari cinématographique génial en réalisant 2 films jumeaux, hein, Mémoire de nos pères, qui raconte la bataille du point de vue américain, et donc L'être d'Iwo Jima, entièrement tourné en japonais, qui raconte le conflit du point de vue des soldats nippons. Dans le film, le baron Nishi est interprété par le formidable acteur Tsuyoshi Ihara. Eastwood montre Nishi exactement comme il était. On le voit arriver sur l'île, en tenue d'équitation, avec sa cravache, détonnant au milieu de la poussière. On le voit se remémorer ses fêtes à Hollywood avec Charlie Chaplin, et on assiste à la scène poignante où il soigne le soldat américain blessé et lit à ses hommes une lettre trouvée dans la poche du GI, montrant à ces soldats que leurs ennemis ont les mêmes mères, les mêmes peurs et les mêmes espoirs qu'eux. Grâce à ce film, Nishi est présenté au monde non pas comme un monstre militaire fanatique, mais comme un homme de culture, d'empathie et d'honneur. Mais le cinéma hollywoodien n'est pas le seul média à honorer sa mémoire. Au Japon, Nishi apparaît régulièrement dans des mangas portant sur la Seconde Guerre mondiale ou l'histoire olympique. Il est d'ailleurs souvent dessiné comme la figure ultime du samouraï Jin moderne, élégant, fort et irréprochable. Le nom d'Uranus et du baron Nishi est encore aujourd'hui vénéré dans la communauté équestre japonaise. On retrouve des références à ce duo mythique dans des mangas de sport équestre, mais aussi dans des franchises modernes de la pop culture japonaise célébrant les chevaux de légende. Il y a par exemple la franchise à succès Uma Musume qui personnifie les grands chevaux de course et de sport de l'histoire du Japon. Le baron Nishi est devenu un archétype de la pop culture guerrière, celui du héros tragique qui se bat non pas par haine de l'ennemi, mais par devoir envers ses camarades et fidélité à ses valeurs.
Alors, que faut-il retenir de l'incroyable destinée de Takeishi Nishi? Eh bien, il nous rappelle que la culture martiale japonaise ne se résume pas à l'art du combat à main nue ou au maniement des armes. Le Budo, c'est avant tout un état d'esprit. C'est la capacité à conserver sa noblesse d'âme et sa compassion, même quand le monde autour de soi sombre dans la barbarie et la folie de la guerre. Nishi a été un rebelle dans sa jeunesse, un dandy à Hollywood, un champion au sommet du monde avec son cheval Uranus et un chef bienveillant au milieu du chaos d'Iwo Jima. Il a montré que la vraie force d'un guerrier ne réside pas dans sa capacité à détruire, mais dans sa capacité à respecter son rival et à aimer son animal. Pour conclure cet épisode, je voulais te partager cette citation d'Inazo Nitobe, extraite de son ouvrage fondateur Bushido, l'âme du Japon. La voici. Le véritable sens du Bushido ne réside pas dans la recherche de la mort, mais dans la recherche d'une vie conduite avec rectitude, où l'honneur et la compassion s'imposent face à la brutalité du monde. Pourquoi cette phrase résonne-t-elle autant quand on pense au baron Nishi? Eh bien parce qu'à l'époque d'Iwo Jima, l'armée impériale avait dévoyé le code d'honneur des samouraïs pour en faire une idéologie du sacrifice aveugle, poussant des milliers d'hommes vers le fanatisme et la mort tragique. Mais Nishi, lui, a choisi de conserver son humanité. Et même au milieu de la fureur des combats et de l'enfer d'Iwo Jima, il a ordonné de soigner un soldat américain ennemi blessé. Il portait sur lui un bout de la crinière de son cheval Uranus, symbole ultime d'un lien d'amour et de respect qui dépassait la violence des hommes. Nishi nous prouve que le véritable Bushido, ce n'est pas la haine de l'autre, ni la recherche aveugle de la destruction, c'est la capacité de rester digne, d'incarner la compassion et de garder son âme noble, même au bord de l'abîme. Le baron Nishi et son fidèle Uranus n'ont pas seulement gagné une médaille d'or aux Jeux Olympiques de 1932, ils ont incarné jusqu'à leur dernier souffle la plus belle facette de l'esprit martial. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Un grand merci à toi de m'avoir suivi dans ce récit historique et vraiment passionnant. Si l'histoire du baron Nishi t'a touché, dis-le moi en commentaire. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. N'oublie pas aussi de t'abonner, de partager l'épisode autour de toi, à tes potes qui sont fans d'arts martiaux, d'histoire, de cinéma, de pop culture, de manga, d'équitation aussi. Prends soin de toi, reste curieux. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Boobisan. Et comme à ton habitude, eh bien, n'oublie pas que les points racontent des histoires, mais c'est à toi d'écrire la tienne. À très bientôt.